Madame, Monsieur, bonjour. Merci pour l'intérêt porté à DZN TV, l'œil de Goudomp, votre chaîne de référence. Aujourd'hui, nous allons aborder une question d'actualité, l'immigration irrégulière. De plus en plus, beaucoup de jeunes Africains, particulièrement ceux du Sénégal, bravent la mer via des pirogues de fortune. D'autres par le désert à la recherche d'un hypothétique Eldorado, mirage ou réalité. Abdoulaye Diallo, notre invité, est un ancien immigré du Sénégal en Libye où il a séjourné, en passant par le Mali, le Niger et le Maroc, que d'espoir transformé en désespoir. Abdoulaye Diallo, merci. Merci, M. Mané. Merci à la DMTV L'Oeil de Goudomp. Je me nomme Abdoulaye Diallo. Je suis né ici à Goudomp, j'ai grandi ici, j'ai fait tout à Goudomp ici. Donc en 2007, j'ai été animateur, reporter au niveau de la radio Poukoumel FM. J'espère qu'on a eu à travailler ensemble à la radio. Et donc après ça, il y a eu le programme des ASP en 2012. Et j'ai été recruté comme ASP. J'ai servi, après la formation à Ziguinchor, j'ai servi à Mangarongo. Donc j'ai fait 1 an, 6 mois d'ASP. Et c'est au moment où j'étais ASP, il y avait le pécule qu'on nous payait n'était pas assez suffisant pour moi. Alors j'avais un ami de Goudomp aussi qui est passé par la même route en tentant la traversée jusqu'à l'arrêt sud. Il est passé par le Niger, le Burkina, le Niger, jusqu'à Libye, et puis il a traversé, il est arrivé en Italie. C'est avec lui que j'ai eu à échanger un tout petit peu. Et il m'a montré le chemin. Et voilà quoi, c'est comme ça que j'ai abandonné l'ASP et je me suis lancé dans l'immigration. Qu'est-ce qui a motivé vos choix à emprunter le désert? Alors, c'est aujourd'hui l'immigration. Beaucoup de personnes parlent de l'immigration sans pour autant le maîtriser. Parce que pour parler de l'immigration, c'est facile de rester devant la télé ou voir les médias et parler. Par contre, moi, j'ai eu l'expérience de cette migration. En quittant ici le Sénégal pour le Niger, j'ai été conseillé par un ami qui a fait ce passage, qui m'a donné quelques idées. En quittant le Sénégal, j'avais juste une somme de 250 000 en liquide. Donc je suis parti à Dakar. Arrivé à Dakar, à la gare routière des Beaux-Maraîchers. C'est là où on est arrivé, on a pris un bus là-bas. C'était en 2013, hein? Voilà, 2013-2014. Donc on a pris le bus, direction Mali. On a payé le transport. Arrivé au Mali, on est descendu à Bamako, à la grande gare. Là-bas aussi, on s'est retrouvé là-bas, des centaines de jeunes venus de toute la sous-région. Et on a pris ensemble là-bas un bus encore, parce qu'à partir de Mali, on te fait croire qu'il y a des bus qui quittent du Mali jusqu'en Italie, même si tu veux. On t'encaisse de l'argent, il y a des passeurs, il y a des médiateurs, il y a tellement de trucs dans ce phénomène-là, que si vous n'avez pas tenté l'expérience, vous n'allez pas comprendre. Alors, c'est dans ce sens qu'on a eu à emprunter un bus là-bas, de Mali à Niamey, avec plusieurs nationalités, beaucoup de jeunes. Mais c'était un parcours très très difficile, parce que de Burkina, du Niger, du Mali au Burkina, c'est vraiment un parcours de combattant. Vous prenez le bus, même si tu as ta pièce d'identité, c'est comme si tu n'as pas de papier. Tu trouves des gendarmes, des policiers, à chaque 3-4 km, il y a un contrôle de police ou de gendarmerie. Ils vous arrêtent, ils vous fouillent, ils prennent votre argent, votre téléphone, jusqu'à arriver à Niamey, à la capitale. Parce que moi, j'ai été arrêté même, enfermé à la frontière burkinabé, entre le Burkina et le Niger, dans le village qu'on appelle Kantiari. Parce qu'on m'avait demandé de l'argent, j'ai dit j'ai pas d'argent, je ne peux plus donner. Voilà, j'ai ma carte, si ça ne me sauve pas, je ne peux plus donner. Alors on m'a pris là-bas, on m'a arrêté pour 5 heures, 6 heures de temps, j'étais enfermé là-bas.
Après, ils ont compris que je n'ai pas d'argent et ils m'ont laissé quoi. Je suis sorti, je me suis débrouillé, arrivé à Niamey, à la capitale. À partir de là-bas, j'ai retrouvé mes gars avec qui j'avais pris départ au Mali. Je les ai retrouvés là-bas, arrivé à Niamey. On a pris encore une autre véhicule, on a trouvé un Nigérien donc, qui était chargé de recruter les gens, de rassembler les gens, d'encaisser les gens pour leur dire qu'il a un circuit propre pour arriver en Libye, quoi. Alors, de là-bas, il vous encaisse le transport, il récupère vos pièces d'identité, vos passeports, il remet ça au chauffeur. Il vous encaisse le transport, il vous fait monter dans le véhicule. De Niamey à Agadez, ça fait 1000 km. Donc, vous quittez aujourd'hui, vous arrivez le lendemain. Arrivez là-bas à Agadez, parce que c'est là-bas où se trouve le point de départ des immigrants. Arrivé à Agadez, on vous descend dans un foyer. Vous trouvez des passeurs, des Gambiens, des Sénégalais, des Hausa, beaucoup de personnes qui sont dans ce mafia-là. Maintenant, à partir de là-bas, on vous descend. Ils ont des AOPS qui trouvent d'autres personnes encore là-bas, qui vous disent que donc, nous, on est arrivé ici il y a une semaine de cela, il y a 3 jours de cela, parce que c'est chaque semaine, chaque mardi, qu'il y ait départ de Agadez vers la Libye. C'est chaque mardi qu'il y ait départ de Agadez à Libye. Donc on arrive, on nous descend là-bas et puis on vous encaisse, ils ont des listes. Dès que tu payes, puis tu vas à Saba par exemple, et le tarif c'est à 100 000, si tu vas à Tripoli, le tarif c'est à 300 000, si tu vas en Italie, on te demande 700 000 à partir d'Agadez même, une région du Niger. Alors moi j'allais juste à Saba parce que je n'avais pas assez d'argent, j'allais juste à Saba, j'ai payé 100 000. Alors, devant moi, ils ont écrit Abdoulaye Diallo va à Saba, il a payé 100 000 francs. Donc, le chairman qui m'a encaissé, c'était un Gambien, je l'ai payé. Et on est resté 2 jours, 3 jours. Donc, le mardi est arrivé, on est monté dans le véhicule, direction la Libye. Alors, le chauffeur qui nous a pris, c'est après arriver à Libye que j'ai compris qu'ils nous ont vendus. Parce qu'à partir de là-bas, moi j'ai payé 100 000, mais sur le cahier, ils ont écrit là-bas 50 000, comme si je dois arriver à la destination, je dois payer, je dois rembourser de l'argent. Alors, beaucoup de personnes ont été victimes de ça. C'est à partir de là-bas qu'on vous vend, qu'on vous place, sans pour autant que tu le cherches. Parce que le chauffeur qui te prend de Niamey, de Agadez à la Libye, c'est un Toubou. C'est un Toubou qui ne parle pas français, qui parle qu'arabe et la langue locale là-bas. Donc tu ne peux pas communiquer avec lui. Et des chauffeurs, ils sont 2, c'est des jeunes, ils ont des armes, des kalachnikovs, des grenades, des coupe-coupes, tu vois, parce qu'il y a souvent des coupeurs de route dans le désert, quoi. Donc eux aussi, ils s'arment, ils se préparent, quoi. Vous comprenez? Donc ils partent en convoi de 10 véhicules, de 15 véhicules ensemble, tout le monde prend départ, ils se retrouvent à la sortie et puis ils vont prendre le désert pour partir. Maintenant, dans ce désert, on a fait... Moi j'ai fait, je pense, 7 jours avant d'arriver à la première ville qu'on appelle Gadron. Après Agadez, après les 7 jours, on est arrivé à Gadron. Arrivé à Gadron, donc on nous a descendu dans un foyer d'un monsieur encore qui s'appelle un certain Diallo. On nous a descendu ce foyer-là, soit disant qu'on doit de l'argent au chauffeur qui nous a envoyé là-bas. Alors que nous, on avait tous payé. Ils disent qu'on doit de l'argent à ce gars-là, on dit non, non, on a payé. Ils disent en tout cas, si vous voulez continuer devant, vous devez payer. On a dit on n'a pas d'argent. Ils nous ont laissé là-bas, le chauffeur il est sorti à personne. Il est parti appeler un autre passeur qui est à notre destination, à Saba. Le gars il a de l'argent, il vient, il paye le chauffeur, la dette que selon qu'on doit, il nous embarque dans un autre véhicule, destination Saba. Alors on arrive à Saba, on nous fait rentrer dans un cours. Très grand cours, on a trouvé des milliers et des milliers de personnes. D'autres vont en Italie, d'autres disent qu'on a... Saba, c'est déjà en Libye ou bien? Saba, c'est une très grande ville de Libye. C'est à l'entrée ou bien? Non, non, c'est en pleine Libye. Okay. Voilà. Saba, c'est une très grande ville. Alors, c'est Gadron qui est la frontière. Dès qu'on est arrivé à Saba, on nous a fait rentrer dans un grand cours aussi. On a trouvé des milliers et des milliers de personnes de toutes nationalités. Et on nous a descendu là-bas, et puis voilà, maintenant chacun se débrouille, quoi. Mais la cour, elle est fermée, personne ne sort.
Si tu as de nourriture, tu manges là-bas. Sinon, c'est des gens, vous allez vous solidariser pour manger, se coucher, c'est un problème. Et puis les Libyens, tout le temps, parce que là-bas, à l'époque où je te parle comme ça, en 2013-2014, chacun est libre d'avoir une arme. Hein. Ils tirent comme ils veulent. Tu vois un enfant, il a des armes, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contrôle. Alors le gars, les Arabes, ils viennent dans le foyer pour effrayer les gens, ils prennent leurs armes, ils tirent, pour nous pousser à appeler nos parents à ce qu'on nous donne de l'argent. Dans la cour, il n'y a qu'un seul téléphone qu'on donne à un responsable qui est là-bas. On met du crédit, on te permet juste d'appeler, de dire à tes parents, je suis arrivé à Libye. Alors, parfois il y a des coups de feu que tu entends. Donc, quelqu'un qui n'a jamais entendu ça, tu es en Libye, tu appelles tes parents, on entend les coups de feu, on dit tout de suite, ça me donne une cohérence. Il est en Libye, c'est la guerre, c'est la guerre. Donc c'était une stratégie qu'ils font pour vraiment récupérer de l'argent avec les gens. Mais à partir de là-bas, si tu envoies la dette qu'il te doit, on te permet de sortir, d'aller chercher du travail. Parce que le travail à l'époque là, il y avait vraiment du travail en Libye. Tu travailles un peu, tu as de l'argent. Tu travailles un peu, tu as de l'argent. Mais c'est difficile d'envoyer de l'argent vers tes parents, parce qu'il n'y a pas de banque. Alors l'argent que tu travailles, tu le gardes, tu fais tout pour continuer à aller. Parce qu'après Sabah, il te faut aller à Barak, Mourzouk. Après Mourzouk, il te faut aller à Benghazi et autres là pour aller vraiment vers Tripoli, là où on doit traverser. Alors pour moi, je n'étais pas arrivé à Tripoli. Parce que quand j'ai vu la situation, je n'avais pas d'argent. Et le travail c'était risqué. Tu sors parfois, tu travailles, on t'agresse, on reprend ton argent. Donc je suis resté là-bas, j'ai travaillé pour avoir de l'argent, pour essayer de reboucher mon chemin. Tu vois, parce que la somme qu'on me demandait, je n'avais pas ça. Et je n'avais pas de soutien de famille derrière moi. Donc c'est comme ça que j'ai essayé de reboucher le chemin. Je suis revenu à Agadez. J'ai fait aussi le même trajet. Pendant une semaine encore, je suis sorti. Et je suis arrivé à Agadez. Agadez, je suis resté deux mois. Je suis revenu à Niamey. Niamey, j'ai fait 6 mois là-bas. Tout ça, de chercher les moyens, de l'argent, comment vraiment revenir au Sénégal. Combien ce voyage vous a coûté? C'est énorme, hein? Une estimation à peu près. L'estimation, parce que je vous dis, ça peut te coûter 300 000, 350 000. Le transport, hormis ce que la police vous prend. Parce qu'à l'intérieur du Burkina, à chaque 3-4 km, il y a un barrage. Et à chaque barrage, on te demande 5 000. Tu dis pardon, on te dit 10 000. Tu dis pardon, on te dit 15 000. Donc on ne demande pas pardon. Quand on te dit 5 000, c'est 5 000. Maintenant, au cours du trajet, les difficultés majeures, comment se passe le voyage? Difficile et pénible. Est-ce qu'au cours du chemin, il y a certains que vous laissez dans le désert? Comment expliquez-nous? Nous, dans notre convoi, il n'y avait personne qui était resté dans le désert. Mais en passant dans le désert, vous voyez des corps. Vous voyez des corps, vous voyez des... Ouais, sans vie. Des squelettes comme ça. Vous voyez ça comme ça. Mais nous, dans notre convoi, on n'avait pas vraiment eu de mort. On est arrivé sain et sauf. Et en partant, tu as juste 5 litres d'eau et du gari qu'on te permet de prendre parce que quand tu manges ça, tu as un ventre qui est sec. Donc le chauffeur qui vous amène, tu as envie de pisser, il ne s'arrête pas pour ça. Tu as envie de faire pipi, il ne s'arrête pas pour ça. Donc lui, il conduit. Dans chaque véhicule pick-up, il y a 25 personnes. Derrière les pick-up, les 4x4 là, on vous met dedans, on met juste un bâton devant vous. C'est sur ce bâton-là que tu dois dormir. Et vous communiquez pas? Vous communiquez parce que vous avez tous le même. Parce qu'une fois les difficultés, le premier jour, tout un certain garçon calme. Mais le deuxième jour, puisque le voyage s'intensifie, ça commence de plus en plus à être dur. Il y a des faibles, les gens se... Après on communique quoi. Maintenant, une fois arrivé là-bas, vous êtes obligé de communiquer. Parce que si moi je suis faible, quelqu'un qui est assis de près de moi, parfois j'ai envie de dormir, je tombe sur lui, il me dit comme ça. Vous êtes obligé de communiquer quoi, parce que vous avez tous le même objectif. Et vous êtes dans la même situation. Et selon vous, est-ce que c'est le désespoir qui fait que les jeunes quittent leur pays d'origine? Je vous dis, c'est le désespoir. Hein? Parce que moi, quand je partais, mon ami qui m'a montré le chemin là, il était parti il n'y a pas longtemps, j'ai entendu qu'il a commencé à faire des briques. Il a commencé à faire ça, J'ai dit, mais pourquoi pas moi? Je peux le faire, bel et bien. Alors, c'est comme ça que j'ai eu vraiment le courage de partir. Parce que comme je t'ai dit, moi j'étais dans la police de proximité. Je percevais juste 50 000 à l'époque. Le pécule était à 50 000 et je suis père de famille. J'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai mon père, ma mère, ma famille. 50 000, c'était vraiment insignifiant.
Vous voyez, donc c'est dans tout ça que j'ai vu qu'il fallait que je parte pour essayer de voir comment est-ce que je pourrais avoir pour sauver vraiment la famille. Une fois en Libye, est-ce que c'est le cas? Vous avez vu d'autres personnes venant d'Afrique qui dans de très difficiles conditions? Oui, comme je vous ai dit, on vous regroupe dans des foyers, des centaines et des centaines de personnes. Quand tu te couches, c'est comme le paquetage dans les prisons là. Tu te couches à côté. Voilà quoi, il n'y a pas d'hygiène, l'eau parfois c'est des problèmes, il n'y a pas d'électricité, la nourriture c'est pas un problème. Il y a des maladies, il y a des gens même qui meurent dans ces foyers-là. Parce que moi, au foyer où j'étais, on était tellement enfermés, on était avec un jeune Sénégalais qui a vraiment tenté de s'évader. Il s'est lâché du premier étage, il est tombé. Voilà, il a eu des problèmes, après finalement il est mort quoi. Vous, avant de quitter Goudomp, vous avez en tête quelle destination? L'Italie. J'ai rencontré beaucoup de difficultés. Et pour continuer, il me fallait de l'argent. Et je n'avais pas cette somme-là, je n'avais pas de soutien derrière moi. Vous comprenez? C'est comme ça que j'ai fait jusqu'à ce que j'ai remboursé chemin. Après la Libye, je suis revenu à Agadez, comme je l'ai dit, j'ai fait 2 mois. Je suis arrivé à Niamey, j'ai fait 6 mois. Tout ça en cherchant de l'argent, comment faire pour partir. Voilà, après c'est comme ça que j'ai remboursé chemin étape par étape jusqu'à arriver au Sénégal. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas comme métier? Vous exercez quoi? Non, on va dans les champs, parfois on va ramasser le tannarement, vous comprenez? On va dans les champs garder les chameaux, on va nettoyer les maisons des Arabes. Parfois même, on te prend même pour préparer le thé, s'ils ont du mariage. Il te prend pour préparer le thé, seulement tu le prépares le thé du matin au soir, on te paye. Tu vas dans les chantiers de maçon. Il n'y a pas vraiment un métier qualificatif que tu fais là-bas. Je n'ai pas vraiment réussi à passer à aller devant où je voulais aller. C'est pourquoi j'ai reboursé chemin. Voilà. Donc quand je suis arrivé à Niamey aussi, c'était difficile. Donc il n'y a qu'une seule fréquentation, c'est dans les gares où tu vas, tu rencontres des gens, tu trouves de quoi manger. Donc vous vous rencontrez, aujourd'hui tu arrives là-bas, une voiture vient, tu vois un Sénégalais ou un Gambien, vous échangez. Parce que moi j'avais de l'expérience, ils te demandent comment a été la route, tu lui dis écoute la route c'est comme ça, si tu veux tu risques, tu t'en vas quoi. Malgré les dangers, beaucoup de jeunes ont en tête ce voyage d'aller à la recherche de mieux-être. Aujourd'hui, ces jeunes, quels conseils vous leur donnez? D'abord je vais vous parler un tout petit peu du Maroc. Parce que quand je suis revenu, je suis rentré au Maroc et c'est là-bas où j'ai appris à faire la cuisine. Là-bas, j'ai tenté la traversée 5 fois. Là-bas, vraiment, je suis arrivé, j'ai fait du nord au sud, de Nador à Layoun, du nord au sud. J'ai tenté vraiment la traversée 5 fois. J'ai failli mourir. J'ai perdu mon passeport. J'ai eu tous les problèmes du monde. Mais là-bas, je travaille un tout petit peu. Si je gagne de l'argent, je tente la traversée. Je travaille un tout petit peu. Si je gagne de l'argent, je tente la traversée. Si ça ne réussit pas, je retourne chercher du travail, je travaille encore quoi. Parce que le Maroc, c'est pas comme la Libye quoi. C'est un pays qui est vraiment, il y a vraiment de l'hospitalité quoi. Alors, si tu as faim, tu vas manger. Il y a vraiment de la solidarité envers les Marocains qu'aux Sénégalais quoi. Les Sénégalais les respectent beaucoup là-bas. Donc, quand je tente, ça ne réussit pas, je reviens, je cherche du travail, je travaille. Parce que j'avais appris à faire la cuisine là-bas. C'est là-bas où j'ai appris à faire tout ça. Et quand j'ai fait mon dernier voyage à Tantan, pour la traversée, ça n'a pas marché. On a eu des morts dans le pirogue. On a eu 7 morts ce jour-là. Et quand je suis sorti de l'eau, j'ai perdu mon passeport. J'ai dit, moi, c'est fini pour la traversée. Je ne vais plus risquer ma vie. C'est comme ça que je suis revenu à Rabat. En sortant de la mer, on nous a pris, la gendarmerie du Maroc, parce qu'on avait chaviré, ainsi de suite. Ils ont mis des enquêtes pour savoir on était combien, ainsi de suite, tu vois. Après, ils nous ont laissés. Moi, je suis remonté sur Rabat. J'ai quitté Dakhla, Tantan, pour revenir sur Rabat. Quand je suis arrivé à Rabat, j'ai dit, moi, il faut que je rentre chez moi, par là. Parce que je ne pouvais plus supporter ces trucs-là. On vient vous chercher dans les foyers aux environs de 17 h. On vous embarque dans des pick-up. On vous envoie dans le désert, près de la mer. On vous envoie à 2 km de l'océan. On vous descend là-bas, vous arrivez aux environs de 2 h, 3 h du matin. On vous descend là-bas, ils posent la pirogue, des pirogues gonflables, ils vont gonfler ça, ils montent le moteur, et puis vous portez le moteur et la pirogue, vous les hommes,
et les bidons d'essence. Vous allez jusqu'au bord de l'eau, vous marchez 1 ou 2 km pour arriver au bord de l'eau. Vous êtes combien à peu près le nombre dans la pirogue? Nous, dans la pirogue, la pirogue devait faire 30-35 personnes et ils ont mis une cinquantaine de personnes. C'est pourquoi la pirogue a chaviré, quoi. Et la traversée, vous payez combien? La traversée, vous payez 2500 euros, 3000 euros. 2500 euros, tu donnes de l'avance. Moi, j'avais 2500 euros. On te demande 500 euros pour l'avance. Les 2000, tu les mets dans une banque, tu leur donnes la carte, tu gardes le code. Une fois que tu arrives, tu les appelles, tu leur donnes le code, tu récupères l'argent. Ok. Tu as compris? Le message que vous lancez aux jeunes qui désirent vraiment se rendre à l'étranger? Écoute, moi je ne conseille personne à faire ce voyage. Je pense qu'on peut réussir ici. Parce que moi, en rentrant, c'est grâce à l'OIM que je suis revenu. L'Organisation de l'immigration internationale. Alors quand je suis revenu, ils nous ont accompagnés. Ils nous ont formés, ils nous ont accompagnés. Alors moi j'avais un projet de restauration qui était vraiment dans ma tête. Aujourd'hui vous avez réalisé votre projet? Que je devais vraiment réaliser. L'OIM nous ont accompagnés, ils nous ont donné des trucs d'aide. Voilà, donc avec ça on a essayé de démarrer quelque chose avec mes connaissances, des personnes de bonne volonté. Ils ont cru en moi. Et aujourd'hui je suis là où je suis, quoi. Je ne conseille personne à faire ça. Même si aujourd'hui là où je suis, M. Marie, on me donne un visa de 10 ans des États-Unis, je ne pars pas. Moi je préfère rester au Sénégal, travailler ici et réussir ma vie ici, quoi. Et pourtant beaucoup de jeunes pensent qu'en Europe tout est rose. C'est ce qu'ils n'ont rien compris. L'Europe, oui, ça sent ça. Moi, c'est que j'ai pas tout le trajet que j'ai fait là. Toute la souffrance que j'ai eue là, depuis que je suis revenu, ce que je suis en train d'avoir, je ne l'ai jamais eu dans mon parcours. Aujourd'hui, je suis un petit entrepreneur, j'ai mon petit restaurant, je gagne ma vie, même si je n'ai pas des millions que je gagne, mais mon dépense quotidienne, je parviens à l'assurer, quoi. Vous êtes marié? Je suis marié, vous avez combien d'enfants? Père de 3 enfants. Et voilà, quoi. En tout cas, je ne regrette pas d'être venu, quoi. Oui. Le mot de la fin, Abdoulaye Diallo. Le mot de la fin, sinon je vous remercie. Vous m'avez permis vraiment de sensibiliser, de m'exprimer et de dire vraiment, de parler un peu de l'immigration parce qu'actuellement c'est un phénomène. Tout le monde tente d'y aller, mais le risque qui se trouve dans l'eau, on ne peut pas l'imaginer, quoi. C'est-à-dire qu'il faut le vivre pour le parler, quoi. Vous comprenez? C'est facile de rester comme ça, de parler, de voir la télé. La télé ne me montre pas tout, la télé ne montre juste quelques images. Alors, le conseil que je donnerais vraiment aux jeunes, c'est d'essayer de rester sur place et de lancer vraiment un appel à l'État à vraiment aider les jeunes à rester chez eux, à entreprendre ici et à réussir ici. Parce qu'on peut réussir ici. On peut vraiment réussir chez soi. Donc, c'est un conseil que je donne à tous les jeunes. Je ne dirais pas que je suis un exemple. Mais aujourd'hui, j'ai fait quelque chose vraiment de visible, quoi. Vous voyez, j'ai tenté, ça n'a pas réussi, je suis là aujourd'hui, je travaille. Donc je rends grâce à Dieu et je remercie vraiment mes parents, je remercie vraiment toute ma famille qui m'ont soutenu. Et voilà, on est là. Merci Abdoulaye Diallo. Merci, M. Mané.